Bonjour, je suis François Erner, je vais prendre la parole parce que Anna, qui devait introduire cette séance, est silencieuse. Je suis François Erner, je suis Innovation Officer chez Respondi et je suis accompagné de Anna Frigéo, qui est Manager Product Consultant chez Tableau. Anna, vous voulez... Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, mon micro était bloqué. je vous laisse la parole alors pour l'introduction. Donc bonjour à tous, je suis donc manager consultant avant-vente chez Tableau et donc je m'occupe de tout ce qui la région France et Europe du Sud. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi François Erner, donc qui s'est présenté tout à l'heure. Donc si vous avez des questions durant ce webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous y répondrons soit à la fin de la présentation, soit durant la présentation si cela n'est une question qui ne concerne que vous. François, je vous passe la main et je vous laisse nous présenter Respondi et comment vous analysez, traitez et visualisez vos données de comportement des consommateurs en ligne en tirant parti de tableaux. Alors, comme je l'ai dit, je suis en charge de l'innovation chez Respondi. Pour comprendre un peu ce que je fais et ce qui nous a amené à Tableau, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Historiquement, nous sommes un panel provider. Qu'est-ce que c'est un panel provider? C'est-à-dire d'abord, on travaille dans l'univers du sondage et nos clients en grande partie sont des instituts de sondage et historiquement, nous leur fournissons des gens à sonder. C'est-à-dire nous animons des communautés de gens dans 10 pays d'Europe, des gens qui sont prêts à être interrogés dans le cadre d'études, études de marché, sondage d'opinion, etc. Nos activités principales sont en Allemagne, en Angleterre et en France. Alors, il faut savoir que depuis, je dirais, l'avènement d'Internet, une vingtaine d'années, le secteur des études et des sondages a fait l'objet d'évolutions majeures. Historiquement, les instituts de sondage, donc c'est avant Internet, les instituts de sondage, leur force c'était d'avoir un réseau d'enquêteurs qui pouvaient mobiliser qui pouvaient mobiliser rapidement sur tout le territoire français et donc leur grande en fait leur le business du sondage s'est construit sur la collecte de données, sur la capacité à collecter de la donnée. Évidemment, avec le online, ça a été assez cette force c'est un peu épuisé, c'est-à-dire que d'une part, bah, à partir du moment où il y avait des panels, donc des gens comme nous qui étaient capables de mobiliser rapidement des gens online, le réseau d'enquêteurs physiques était de fait plutôt inutile. Donc c'est là-dessus que nous on a construit notre force. Évidemment, à partir du moment où on avait des gens à sonder, on s'est équipé de plateformes de sondage online qui ont facilité la collecte de données également. Donc là, les instituts de sondage nous ont délégué cette partie-là. Et puis, en plus, il y a eu l'idée qu'une partie des données, c'était peut-être pas nécessaire de la collecter, donc que la collecte en elle-même était fragile, enfin la nécessité d'une collecte était fragilisée. Ça, c'est évidemment l'arrivée des GAFA. Et donc les instituts, eux, en fait, ne se sont plus intéressés ni au recrutement des gens à sonder, ni à la collecte des données, ni à l'analyse des données. Ça, ils nous l'ont délégué. Et eux se sont centrés sur des activités plus de conseils, de recommandations. Donc c'est à nous de faire, donc c'est pour ça qu'il y a ce people, ce data et ce analysis, c'est pour ça que c'est à nous de recruter des gens, de collecter la donnée si c'est nécessaire, en tout cas de savoir quelle source de données mobiliser et d'analyser cela. Et on fournit en fait des analyses on va dire semi-finies à des instituts qui eux après font les recommandations auprès de leurs clients finaux. Alors pour revenir à ce que je fais, euh, j'ai- donc je fais de l'innovation dans l'univers des sondages. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? L'innovation dans l'univers des sondages, en fait, c'est faire moins de sondages. Alors plus précisément, c'est faire moins long, c'est-à-dire des sondages moins longs, évidemment qui seront moins chers, et en remplaçant des questions de sondage par des données, des mesures qu'on aurait par ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce schéma en rond là, ce cercle. Donc, il y a des données qui sont actively collected. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des données déclaratives, c'est-à-dire on pose des questions aux gens. Et l'idée, c'est de remplacer ces données déclaratives
ou en tout cas de les croiser avec des données passively collected, donc c'est-à-dire des données comportementales, qui sont ou des données passives, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet d'une interrogation du consommateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces données comportementales? Une donnée comportementale classique, ça va être, par exemple, des données GPS. Est-ce qu'on peut utiliser une partie des... Évidemment, il est plus forcément nécessaire de demander aux gens où ils vont, où est-ce qu'ils sont, si on a équipé leur, ou si on arrive à récupérer leurs données GPS issues de leur téléphone. L'autre type de données, alors peut-être un peu plus spécifique dans l'univers du sondage, c'est ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les temps de réponse. C'est-à-dire combien de temps les gens mettent-ils à répondre à une question pour savoir si ça peut indiquer un niveau de certitude ou un niveau de, oui, un niveau de certitude par rapport à la réponse qu'ils donnent explicitement. Il y a un autre type de données qui va surtout nous intéresser aujourd'hui, donc qui est une donnée comportementale, ce sont les données Internet, c'est-à-dire les données de tracking de navigation. Alors, ce que le produit dont je vais parler, c'est un produit donc, qui s'appelle Bitery, qu'on a développé à partir de Tableau. Et ce produit, il permet de suivre le comportement online de cibles qualifiées. Alors, qu'est-ce que j'entends par cibles qualifiées? Ce sont des cibles qu'on va connaître, qu'on va pouvoir décrire au-delà de données sociodémographiques. Donc, par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si des électeurs de X est-ce qu'ils ont un comportement online spécifique? Quand je dis comportement online spécifique, ça veut dire est-ce qu'ils regardent des sites en particulier plus que les autres? Est-ce qu'ils utilisent des applications, certains, ou quelles applications utilisent-ils plus ou moins que les autres? Est-ce qu'ils passent plus de temps sur Internet, etc. Et alors, donc, je peux faire ça. L'idée, c'est que les instituts puissent savoir si où est-ce qu'on va trouver les électeurs de X sur le net ou sur quelles applications, mais au-delà des électeurs de X, il peut y avoir les amateurs de nourriture bio, les femmes de BMW ou de Renault, enfin peu importe. Voilà. L'idée c'est de décrire les comportements online de ces cibles et parce que ces gens-là on les connaît, ce sont les gens qu'on a, voilà, ce sont des gens qu'on a choisis au sein de nos panels. Ben, l'idée, c'est qu'on peut, après, les marques peuvent les contacter pour poser des questions spécifiques. Alors, quelques éléments peut-être de description de ce projet. Donc, on a au sein la centaine de milliers de personnes qu'on anime pour faire des sondages, on a sélectionné 2000 personnes dans chaque pays à qui on a proposé, moyennant rétribution, soyons clairs, et sur la base du volontariat, on leur a proposé d'équiper leur device, donc ordinateur, smartphone, tablette, d'un mouchard. D'un mouchard internet qui collecte toutes les URL qu'ils visitent, en tout cas sur ordinateur, tous les sites qu'ils visitent sur téléphone et tous les applications qu'ils utilisent. Évidemment, on a d'autres éléments on sait quand ils ont utilisé quoi, pour combien de temps ils sont restés sur une page ou combien de temps ils ont utilisé une application. Euh, Évidemment, donc ça ça fait presque 2 ans qu'on fait ça, enfin 1 an et demi qu'on collecte ces données. Donc on se retrouve avec des données évidemment de grande taille. On a, alors, le chiffre officiel, c'est 500 millions de data points, et évidemment ça ne cesse de s'accroître. Ça ne cesse de s'accroître. Et puis c'est des données évidemment on a des URL, on a des temps passés, etc. Donc c'est des données de nature variée. Évidemment, on s'est dit que ces choses-là, ça devait être croisé, ces données-là devaient être croisées et visualisées en fait, justement avec des options de data vis. Donc, on a choisi Tableau honnêtement un peu pas par hasard, mais justement sur la réputation. C'est-à-dire on a commencé avec Tableau et on est resté sur Tableau. En fait, on est rentré par la data source, c'est-à-dire que nous, on utilise nos données, elles sont stockées chez AWS dans une base de données Redshift et l'idée c'est que donc Tableau permettait la connexion facile entre Tableau et cette source de données. Voilà, c'est pour ça qu'on est rentré dans Tableau et c'est pour ça on est resté sur Tableau, c'est-à-dire que la connexion était assez facile. Euh, le, on a fonctionné comme ça un peu en essayant pendant 2-3 mois. On a commencé à montrer nos résultats en interne auprès de bêta-testeurs. C'est vrai que là, le premier feedback, c'était ça ressemble à de l'Excel ce que vous faites. Donc, on a travaillé sur la forme. Pour ça, en fait, on s'est pas mal débloqué en allant à la Tableau conférence à Londres en juin, si je ne me trompe pas.
où les conférences nous ont plutôt, enfin, en tout cas, on a vu on a eu des sources d'inspiration, ça c'était intéressant. Et puis on avait des problèmes techniques qu'on a en partie réglés avec des tableaux Doctor. Après, d'autres problèmes techniques sont arrivés, c'était plutôt des questions de performance, parce que de fait, on gère pas mal de données, donc on voulait que les tableaux de bord s'affichent entre 5 et 6 secondes, ce à quoi on est à peu près arrivé. Et là, on a pris un consultant tableau et on a beaucoup travaillé de notre côté euh, pour euh, pour résoudre ces problèmes de performance. Voilà. On a, d'un point de vue interne, donc on est une entreprise internationale, donc l'idée c'est qu'on va partager des tableaux de bord à différents instituts, donc en France, en Angleterre et en Allemagne. Et donc pour ça, donc on a monté des équipes en France, en Angleterre et en Allemagne. On a envoyé des, euh, des personnes en formation. Donc évidemment, comme nous on cherche, enfin nous on conçoit nos tableaux sur tableau online, on les partage sur tableau desktop, pardon, on les partage sur tableau online. Par ailleurs, on utilise aussi Tableau public parce qu'on nous partage une version gratuite sur notre site qui permet de servir un peu de teaser à notre produit. L'infrastructure, enfin l'écosystème Tableau pour nous c'était assez, en ce sens c'est assez idéal. En plus, donc la promesse client c'est de mettre à jour ces tableaux en fonction des idées, donc c'est des dashboards en fonction des nouvelles idées qui peuvent apparaître. De fait, bon, bah, l'infrastructure est assez facile, rend les choses assez faciles en la matière. Alors, vous inquiétez pas, je vais rentrer un peu dans le détail de ce que je vais le présenter. Je vais sauter ce slide-là, qui est un peu trop commercial, à la réflexion. Alors, euh, je vais vous donner un exemple. On est une entreprise allemande. Ça ne vous aura pas échappé que Adidas, c'est un institut, c'est une marque allemande. Donc il y a un institut qui est contacté pour faire une étude sur les jeunes et les marques et euh, et les marques de sportswear. Donc il va utiliser Bittery pour répondre à la demande, savoir définir un peu comment est-ce qu'il va faire l'étude et présenter un peu quelques premiers résultats, ou en tout cas montrer la problématique. Et alors, Vittori se présente ainsi, donc c'est en haut vous avez un certain, je sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas si vous avez un certain nombre d'onglets, donc qui décrivent en fait les différents aspects que l'on traque. Donc on va traquer la navigation URL sur ordinateur, la navigation URL sur mobile, sur smartphone, les durées, donc combien de temps on passe sur tel site, combien de temps on passe, enfin combien de temps on passe sur tel site sur ordinateur et sur mobile, l'usage des applications, et on a aussi éléments aussi des données sur des données d'audience pure et dure, qui a visité tel domaine. Le principe, c'est que en haut, vous voyez en haut à droite, il y a les éléments qui permettent de définir votre cible. Alors là, on va voir, il y a le genre, l'âge, les revenus, le niveau d'éducation, etc. On aurait pu mettre, en fait, et c'est ça l'intérêt, on aurait pu mettre n'importe quel résultat de sondage. Et c'est ce qui se passe. Nos clients nous demandent, ben voilà, moi je voudrais que vous me fassiez un petit sondage auprès de la population que vous traquez pour savoir qui ils ont voté aux dernières élections. Et de cette façon, je vais pouvoir décrire comment ils ont construit leur opinion pour voter. Donc là, en l'occurrence, c'est des données standards, on va dire, de sociodémographie qu'on a pour chaque panéliste qu'on traque. Chaque URL qu'un panéliste traqué visite, elle est catégorisée. Donc dans ces carrés-là, en fait, ce que vous voyez, c'est la part de chaque catégorie de website que les gens visitent. Donc typiquement, évidemment, donc quand on va sur Google, quand un de nos panélistes est catégorisé en search engines et une portal, et de fait ça participe à ce comptage qui est le nombre de la part de cette catégorie dans l'ensemble des pages vues. Voilà, idem pour s'il va sur Amazon, c'est catégorisé en shopping, etc. Donc, la taille des carrés reflète l'importance de la catégorie dans la navigation globale de l'échantillon. En l'occurrence, j'ai promis de parler des jeunes et du sport. Donc je m'intéresse à la catégorie sport. On peut évidemment mesurer son importance. Si je vais ensuite, je vais m'intéresser aux jeunes, donc je vais filtrer ces données sur les jeunes, utilisant donc un paramètre, le paramètre âge.
Et là apparaît donc l'importance de la catégorie pour les jeunes seulement. Je vais cliquer sur, donc je clique sur ma catégorie. Et là, voilà, ce que je vois, c'est donc le résultat qui nous intéresse, c'est que Nike a fait l'objet de beaucoup plus de visites que Adidas et que Decathlon qui est là qu'on va voir. C'est la part, donc à droite, ce qu'on voit, c'est la part, c'est l'audience, le taux d'incidence de Nike.com au sein de la catégorie sport, et idem pour Adidas.de et Decathlon.de. Si je poursuis, ce qu'on voit, c'est que l'ordre est inversé quand je regarde auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, les 25-34, reste encore assez jeunes. Je vois que Decathlon a plus d'audience que Nike et que même qu'Adidas est au même niveau que Nike. Donc ça permet, si je poursuis, ça permet de fait de commencer à dire, bah voilà, j'ai une marque qui est plutôt ciblée jeune, une marque qui est plutôt ciblée moins jeune. Je veux avoir une confirmation auprès de ce qui se passe sur mobile. Ce que je vois, c'est que sur mobile, auprès des jeunes, j'ai encore Nike.com qui est premier, et auprès des moins jeunes, c'est Adidas et Decathlon qui passent devant. Voilà. Donc j'ai bien une inversion, la même inversion que j'avais vue sur ordinateur, je la vois sur mobile. Je peux donc après moi je suis donc ce que l'institut peut dire, voilà, ben, on voit qu'il y a une problématique spécifique auprès des jeunes et un attrait spécifique auprès des jeunes de Nike plutôt que d'Adidas et l'inverse auprès des moins jeunes. Donc j'ai envie d'interroger globalement. Donc là ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un autre tableau de bord qui s'appelle Domain Search, dans lequel il va pouvoir voir un peu la structure de l'échantillon, enfin la structure globale de l'audience de Nike.com, avec à droite une jolie carte de l'Allemagne qui est encore plus intéressante quand je regarde Adidas, parce qu'on voit que l'audience en bas à droite, elle est très mobilisée dans les régions où Adidas est historiquement fort, la Bavière, mais aussi une région voisine dont j'ai oublié le nom, dont elle est originaire. La Bavière, c'est évidemment ce qui supporte le Bayern de Munich. Et c'est ça l'intérêt je peux travailler sur les search terms, ils ont les search terms aussi, mais ce que je voulais vous montrer, c'était autre chose. L'intérêt principal ensuite, c'est qu'il va pouvoir, donc donc en sélectionnant les données intéressantes, donc en l'occurrence l'audience S24 de Nike et d'Adidas, il va pouvoir downloader les données et accéder à droite à cette colonne qu'on voit qui est Panelist ID, et donc en fait de contacter les gens directement en disant voilà, vous avez vous êtes jeune, vous allez plutôt sur Nike, pourquoi, et de comprendre en fait, une fois qu'il a observé des comportements, il va pouvoir les interroger, donc de différentes manières, sondage ou autre façon, juste en nous fournissant cette liste de panélistes, pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'ils préfèrent Nike à Adidas ou l'inverse. Voilà, donc c'est ce petit exemple de sondage. Alors évidemment, en ligne, là c'est de l'allemand. Voilà, pour finir, je voudrais juste préciser une chose. Donc, c'est que effectivement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est bon, d'une part la data vise en général, parce qu'on pense que la data vise, voilà, de fait dans notre secteur en tout cas, ça va en partie remplacer enfin, ça va grande partie remplacer le PowerPoint. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'infrastructure tableau. Euh, Parce que de fait, ça nous permet une grande réactivité entre la conception d'un tableau de bord et sa distribution auprès de nos clients. De fait, ça peut nous arriver d'avoir donc des demandes de customisation auxquelles on répond facilement, mais aussi tout simplement des corrections. On ajoute des tableaux de bord au fur et à mesure en fonction des échos qu'on a de la part de nos clients, et ça c'est très facile de le faire avec Tableau. Voilà, Anna, je vous repasse la parole si vous avez des choses à dire. Évidemment, nous sommes à votre disposition pour des questions. Merci François. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à ajouter. Nous avons juste une première question de Yves Cédric qui demande s'il est possible d'observer les taux de conversion ou si c'est uniquement le taux de visite. Alors, donc les taux de conversion, j'imagine parlez de taux d'achat. Enfin, en tout cas, nous, on s'intéresse parce que à partir de ces données, on a une partie des analyses qui sont faites de façon ad hoc. Donc là, pas en utilisant Tableau, en utilisant R. Et évidemment, on s'intéresse beaucoup au parcours d'achat. Donc
Typiquement, là, si je reprends mon exemple d'Adidas, dans les Google Search, on avait des gens qui cherchaient des modèles spécifiques d'Adidas ou des modèles spécifiques de Nike, et à partir de là, on peut effectivement s'intéresser au parcours d'achat, dire voilà, est-ce que ceux qui ont cherché tel modèle, ils ont acheté ou pas. Ça, on le fait via R en travaillant sur les URL d'achat, etc. Mais on le visualise pas dans Tableau. Ça serait envisageable. Ça serait envisageable. Voilà, donc pour la partie connexion avec R, effectivement, vous avez aussi la possibilité, après avoir fait des analyses sur R, de les intégrer directement dans Tableau et de créer des tableaux de bord en utilisant justement ces résultats qui ont été calculés dans R. Alors, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire dans la partie Q&A. Donc, on a eu une autre question de Jean-Paul qui demande si vous connaissez la finalité marketing de vos clients. Alors, ça dépend qui sont nos clients là. Si nos clients c'est les instituts, bon, la finalité marketing de nos clients, bon là ça va être, on va la connaître, mais j'imagine c'est pas ça votre question. Je pense que la question c'est plutôt est-ce qu'on connaît la finalité derrière d'Adidas quand ils font des, oui c'est ça, pensez aux annonceurs. Euh, Ça dépend des annonceurs. Il y a des annonceurs qui sont mystérieux parce qu'ils considèrent ce qui peut se tenir. Enfin, donc il y a des annonceurs qui disent tout pour donner un contexte et pour savoir plus largement pour qu'on puisse s'imprégner de la problématique de l'étude le plus largement. Il y en a d'autres qui sont dans une autre approche, qui disent voilà, il ne faut pas biaiser les réponses et il faut en donner le moins possible. Et donc à nous de travailler un peu, enfin en tout cas à nous ou à l'institut ou aux deux, à travailler à l'aveugle. Les deux existent. Évidemment, on préfère ne pas travailler à l'aveugle parce que des fois, en travaillant à l'aveugle, eh ben, on se prend des murs. Mais ça arrive. Voilà. Mais ça se tient méthodologiquement de nous laisser travailler à l'aveugle. C'est pas très efficient économiquement parce que de fait, des fois, on répond à des questions qui sont inutiles, enfin, qui ne se posent pas. C'est rationnel d'un point de vue méthodologique. Alors, nous avons une nouvelle question. Les annonceurs utilisent-ils vos données pour leur big data? Euh, alors, le slide que j'ai sauté, je peux vous montrer, je me permets Anna, hein, je représente ce slide. Ah oui, oui, non, mais Le, pas de le problème. slide que j'ai sauté, le slide que j'ai sauté, euh, voilà. Ah, excusez-moi. Je suis en train de Donc voilà, le slide que j'ai sauté, il est là. Euh, donc donc c'est un système d'axe où on pense voilà où on pense l'intérêt de notre produit. En haut, vous avez donc est-ce que en ordonnée, vous avez est-ce que l'interrogation elle est active ou passive. Donc active, j'ai expliqué, c'est un sondage typiquement. Passive, c'est de la mesure, donc c'est du big data typiquement. Évidemment, à gauche et à droite, c'est est-ce que c'est précis, imprécis ou exact. Alors à gauche, c'est imprécis. Imprécis, ça veut dire euh, de fait, il peut y avoir si j'interviewe quelqu'un, Kali ou Kanti, il peut y avoir un biais, ma tête peut ne pas lui revenir, ça peut l'agacer, il peut mettre éventuellement mal noté Adidas parce que ma tête lui reviendra pas. Évidemment, dans le big data, ces problèmes ne se posent pas, donc c'est exact. Bon. Honnêtement, le problème du big data, enfin, que nous on rencontre, je sais pas si c'est du big data ce qu'on fait, mais en tout cas, si on est dans une analyse, hein, on va dire de premier niveau, on n'est pas au niveau de profondeur que nos clients attendent. On est des fois dans des choses un peu superflues et donc un peu superficielles. Et donc pour nous, on pense que l'intérêt, c'est
c'est de croiser justement des données déclaratives, donc qui vont être, c'est pour ça que je parlais des électeurs de X tout à l'heure, mais aussi typiquement, quelles sont les marques, enfin, euh, des données d'audience qualifiée, avec des données de grande masse pour aller en fait à la fois être à la fois exhaustif et à la fois être précis et profond dans nos questions et dans nos analyses. Donc on pense que c'est le croisement des deux qui est intéressant. Et effectivement, l'idée, c'est qu'à partir de là, on pense que en travaillant sur des sets de données plus importants, ça peut orienter des analyses là uniquement fondées sur du big data pour les annonceurs. Une autre question. Merci François. On Ça a c'est pour vous, Anna. une On a une autre question effectivement de François à laquelle je vais répondre. Donc la question est la suivante. Bonjour, pour un partage mis à disposition des données, j'ai compris qu'il y avait une solution de partage et une solution de mise à disposition gratuite sur les sites. Quel est le degré d'interactivité de la solution de mise à disposition gratuite sur les sites? Et pouvez-vous nous rappeler son nom? Donc, il s'agit en fait de Tableau public. Donc, sur Tableau public, vous allez pouvoir partager toutes vos analyses et vos visualisations gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de partager vos données et vos analyses sur Tableau online et Tableau serveur, donc qui est vraiment notre solution de partage, cette fois-ci qui est payante. La plus grosse différence, c'est que Tableau public, comme son nom l'indique, est public. Donc, c'est-à-dire que si demain vous partagez une visualisation sur Tableau public, moi, je vais avoir accès à vos données et vos visualisations. Donc, si vous traitez des données dans le cadre d'une entreprise qui sont privées, vous allez vouloir utiliser Tableau online ou Tableau serveur pour pouvoir partager vos analyses uniquement avec les personnes que vous souhaitez. Et de la même façon, vous allez pouvoir adapter vos analyses en fonction des utilisateurs. Donc, par exemple, si vous avez des responsables de région, vous allez pouvoir construire un unique tableau de bord que vous allez partager et chacun des responsables de région va pouvoir voir les données uniquement concernant sa région. Donc voilà, il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus d'options et surtout c'est sécurisé. Après, effectivement, l'interactivité, elle fait partie du tableau de bord et que ce soit gratuit ou payant, elle va toujours être inclue avec les tableaux de bord. Alors moi, ce que je peux rajouter, c'est que donc on a les solutions payantes, elles sont faites sur tableau online. Selon le succès de notre opération, on passera éventuellement au serveur, mais sur un plan fonctionnel, ça remplit à peu près la même fonction pour l'instant pour nous. Pour donner envie, on a utilisé Tableau public pour mettre un dashboard sur notre site en accès public avec un set de données. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous en avons une autre. Quelle importance accorder aux deux types de collecte de données, actively, passively? Euh, elles répondent pas aux mêmes questions. Donc, si vous voulez connaître, euh, enfin, c'est un problème classique. Je vais connaître je vais savoir en utilisant des données passives où les gens ont été, par exemple, sur Internet ou dans la vraie vie, si j'utilise des données GPS, mais je vais pas connaître leur motivation ni même leur état d'esprit. Ça, donc je vais pouvoir décrire ce qu'ils ont fait online, mais je ne Alors, je pense que le micro de François a été coupé. Il devrait pas tarder à se reconnecter.
Alors, en attendant que François se reconnecte, si vous avez des questions peut-être un peu plus spécifiques à Tableau, n'hésitez surtout pas à les poser dans la partie Q&A. Alors si nous avons plus aucune question, nous allons sans doute clôturer donc ce webinaire. Yves Cédric, je comprends bien que François n'a pas eu le temps de répondre entièrement à votre question, donc il reviendra vers vous après ce webinaire pour justement y répondre pleinement. Donc, je vous remercie tous pour votre présence et n'hésitez pas à nous contacter ou encore à télécharger Tableau si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'outil. Alors, entre-temps, on a eu quelques autres questions. Donc, une de François qui nous demande si nous rencontrons des lenteurs à la restitution des données, Tableau propose-t-il des fonctions de profilage des requêtes ou cela doit-il être géré en amont? Alors, en fait, nous, effectivement, ce qu'on va vous permettre de faire avec vos tableaux de bord, c'est sur Tableau Desktop. Si vous rencontrez effectivement des lenteurs, vous allez pouvoir enregistrer les manipulations que vous faites et on va créer un nouveau tableau de bord qui va pouvoir justement vous donner des analyses sur les différentes manipulations que vous avez faites et qui vont vous permettre en fait de voir quelle est la requête qui fait que votre tableau de bord est lente et qui va vous permettre en fait après de prendre des actions là-dessus. On a également, en général, quand vous utilisez l'outil, quand vous l'essayez, donc il y a toute l'équipe avant-vente dont je fais partie, qui est là aussi pour vous accompagner durant cette phase. Et en général, on organise des appels ensemble pour regarder vos tableaux de bord et vous donner justement des recommandations liées aux performances et quelles sont les actions à faire ou ne pas faire pour justement améliorer ces performances ou en tout cas être sûr de toujours sélectionner la meilleure pratique. J'ai une autre question d'Aurélie qui demande quel service de formation pour les utilisateurs de Tableau. Donc, on a énormément de types de services. Donc, tout d'abord, il y a vraiment le service gratuit qui est sur notre plateforme et qui sont toutes les vidéos en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, et vous former, on a une plateforme d'e-learning à laquelle vous souscrivez pendant 1 an et qui va vous permettre en fait d'avancer vraiment au rythme que vous souhaitez avec l'outil et de le découvrir voilà vraiment à votre rythme. Et enfin, ce qu'on offre également, c'est des formations. Alors, soit il y a des formations gratuites qu'on fait un petit peu régulièrement ou en général, on réunit différents prospects et différents clients, soit vraiment si vous voulez une formation dédiée à votre service ou à votre entreprise, on peut également venir chez vous et délivrer une formation qui peut être soit basée sur desktop, soit basée sur serveur, soit finalement toutes les problématiques qui vous intéressent. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer des emails si vous avez des questions complémentaires ou si, comme Yves Cédric, vous n'avez pas eu la réponse à vos questions. Et nous, on reviendra vers vous dès que possible. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.